D'abord, moi, je ne crois pas à une Europe qui remplacerait les États. La vérité, c'est que l'Europe, c'est un modèle absolument fascinant, d'une certaine manière, l'association de démocraties qui se rapprochent par ce qu'elles partagent. L'Europe, ça n'est pas seulement un projet, c'est pas seulement une construction, c'est pas seulement des institutions. L'Europe, c'est d'abord l'histoire d'une civilisation. Vous avez parlé de la racine chrétienne de l'Europe. La vérité, c'est que ça commence avant, bien avant. Ça commence dans le miracle de ce 5e siècle grec où apparaît sur les ruines de la civilisation mycénienne les cités qui inventent le modèle politique dont nous héritons aujourd'hui. C'est le développement de la raison grecque, c'est le sens de la loi et du droit qui est imposé par Rome sur tout notre continent. Et puis c'est bien sûr l'aventure de cet héritage judéo-chrétien qui, quelle que soit notre confession aujourd'hui, de manière indéniable et objective, a marqué le monde dans lequel nous vivons. Très beau livre de George Steiner qui s'appelle Une certaine idée de l'Europe, qui mérite d'être relu pour ne pas trop se concentrer sur une Europe qui ne serait que sa réalité institutionnelle d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que l'Europe a un modèle très spécifique. C'est une civilisation, mais qui donne naissance à une pluralité de cultures, une pluralité de peuples, une pluralité de langues, par exemple. Il n'y aura pas demain, moi je ne le crois pas, il n'y aura pas demain une démocratie européenne. Et pour une raison très simple, c'est que pour commencer, nous ne parlons pas la même langue. Nous n'avons pas les mêmes références. Au Parlement européen, on le voit tous les jours. C'est quand même une barrière très réelle. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble, bien sûr. Mais ça fait que, évidemment, nous n'aurons pas demain le même type de débat que celui qui nous relie entre Français et en français. Quand je suis arrivé au Parlement européen, on m'a dit c'est le seul endroit du monde où on rit d'une même blague pendant 1 minute. Parce que vous parlez votre langue, si vous faites une plaisanterie, les gens qui l'entendent rient, si elle n'est pas trop mauvaise. Ensuite, elle est traduite dans d'autres langues, et ça ne va pas évidemment vers toutes les langues simultanément. Vous n'avez pas un traducteur qui, par exemple, si vous parlez en portugais, qui fait portugais-polonais. Il n'y en a pas un qui fait du tchèque à l'espagnol. Donc en fait, si vous parlez portugais, ce que vous dites est traduit en anglais, puis après repris de l'anglais et traduit dans n'importe quelle autre langue. Donc en fait, vous avez ceux qui vous entendent dans votre langue, 20 secondes après ceux qui vous entendent en anglais, et 20 secondes encore après ceux qui vous entendent dans la langue suivante. C'est pour ça que les applaudissements sont totalement différés. Enfin, tout ça, évidemment, ne nous empêche pas de travailler ensemble, mais nous n'aurons pas les débats que nous pourrons avoir dans quelques semaines dans le cadre de l'élection présidentielle. Nous allons tous suivre des candidats qui... Donc, et je pense qu'il faut respecter le modèle européen. On n'est pas les États-Unis d'Europe, on n'est pas le modèle uniformisateur de la Chine. On est, et c'est la devise même de l'Europe, unie dans la diversité, une pluralité de peuples qui s'associent pour se renforcer dans le monde qui se dessine à partir des principes qu'ils ont en commun et qui leur viennent de cette civilisation partagée. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que du coup, c'est tout à fait logique que nos peuples n'aient pas les mêmes intérêts. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. On peut l'assumer tout à fait paisiblement. Les Allemands au Parlement européen défendent les intérêts de leur pays et les Portugais défendent les intérêts de leur pays. Et c'est tout à fait logique. Et je ne le reproche pas. C'est comme ça que se construit le compromis européen. Le dialogue européen fait que chacun représente son pays et qu'à la fin, on trouve des solutions qui pourront convenir à tous. Mais dans des crises géopolitiques comme celle-là, il est évident que tous les pays européens n'ont simplement pas la même vision, pas les mêmes intérêts. Et c'est pas tellement une question, pour le coup, de sensibilité politique. Si vous êtes un député polonais très à droite, vous êtes obsessionnellement anti-russe. Si vous êtes un Français très très à droite, généralement, vous êtes assez pro-russe. C'est parce que les Polonais ont quelques souvenirs de la Russie qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres. Et ça peut se comprendre. C'est ça la diversité de l'Europe. Donc, la question de la présence de l'Europe dans une crise comme celle-là, elle est par définition rendue complexe par cette diversité qui fait le dialogue européen. J'ajoute enfin une dernière chose, et ça pour le coup c'est un défi qui nous est commun. Le problème c'est que si l'Europe ne peut rien dire sur cette question, c'est parce que en réalité, elle n'a pas les moyens d'un discours qui soit le sien, qui soit libre, qui soit indépendant. L'Europe n'est pas indépendante dans cette affaire. Parce que les Allemands ont décidé de sortir de l'énergie nucléaire, aujourd'hui, ils ont besoin, mais un besoin vital, crucial,
Ils ont besoin, pour se chauffer, pour faire tourner leurs entreprises, pour faire marcher leur économie, ils ont besoin d'importer du gaz, et du gaz qui vient de Russie. On ne peut pas faire, les Allemands ne peuvent pas faire sans le gaz de la Russie. Et beaucoup d'autres pays européens sont dans le même cas. Donc, ils sont très embarrassés, bien sûr, parce que ils sont bien plus critiques du comportement de la Russie que ne l'est, par exemple, Emmanuel Macron, parce que la France a classiquement une position moins hostile vis-à-vis de la Russie que beaucoup de pays européens, pour les raisons que j'évoquais à l'instant. Mais ils sont réduits au silence, comme nous le sommes sur bien d'autres sujets, par cette situation de dépendance. Et je crois que ça, c'est un défi commun pour les Européens. Si nous voulons préserver la possibilité même de la démocratie sur notre continent, si nous voulons garder nos libertés et notre capacité de nous affirmer dans le monde qui se dessine, si nous voulons conserver pour chacun de nos pays sa souveraineté démocratique, nous devons reconstruire notre capacité à produire ce dont nous avons besoin. Et je crois que c'est un défi très concret sur la question de l'alimentation, de l'agriculture, sur la question de l'énergie, sur la question d'industrie. C'est un sujet qui touche directement le monde économique et le travail de l'économie de ce point de vue-là, et au sens le plus fort du terme, politique.